Donc, déjà, rebonjour donc à tout le monde parce que normalement, on est tous là. Merci de vous être rendu disponible, d'avoir accepté le principe de cette participation. Donc, je vous rappelle que on organise cet atelier en partenariat donc entre la Fédération des acteurs de la solidarité et l'Association nationale des assistants sociaux sur donc la thématique de qu'est-ce qu'on peut tirer du confinement au niveau du travail social, qu'est-ce que peut nous apprendre cette période sur les pratiques professionnelles et la manière dont elles ont été modifiées par la période et ce qu'on pourra en retirer dans l'avenir. Donc, l'objectif de ces ateliers, c'est de mettre en avant la parole des acteurs de terrain, de celles et ceux qui accompagnent au quotidien les personnes dans les difficultés qu'on peut rencontrer donc dans cette période particulière. Donc, le but des ateliers, c'est de comprendre comment on a mis en œuvre certaines adaptations par rapport aux circonstances spécifiques du confinement et comment ces adaptations donc, ont été mises en place par les travailleurs sociaux peuvent nourrir et enrichir les pratiques dans l'avenir. Donc là, on en est au deuxième atelier et on a choisi pour cette deuxième séquence d'aborder la question de la parentalité. Donc, on a en effet remarqué que c'était une question qui a été très présente pour l'ensemble des structures dans le domaine, dans le secteur général de l'accompagnement social. Et donc, il y a de nombreux sujets d'adaptation à la crise qui ont surgi ces dernières semaines. Et cette question de l'accompagnement des familles et de l'accompagnement à la parentalité en est un qui a retenu tout particulièrement notre attention. Et donc, ça nous paraissait intéressant de pouvoir échanger à ce sujet. Donc, je rappelle les conditions de l'exercice pour aujourd'hui. Les questions ont été travaillées en amont. Elles sont toutes les trois construites comme des questions personnelles. Et on va chacun, notre tour, y répondre à notre nom. Voilà. Donc pour moi, voilà, je réponds à cette question, je prends la parole et je formule ma réponse. Alors la première question, c'est quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre travail relatif à la parentalité pendant cette période de confinement ? Alors, mes difficultés rencontrées par rapport à la parentalité, ça a été surtout la capacité d'adaptation et l'agilité pour pouvoir réadapter l'ensemble de nos pratiques. Donc, notamment, de se dire que pour pouvoir répondre à cette situation très particulière et dont on avait peu d'indicateurs, c'est notamment de dire qu'il faut absolument qu'on construise la réorganisation avec les familles et notamment avec les parents. C'est-à-dire que la question des gestes barrières, la question des mouvements, la question de l'accès à l'espace repas, des entrées-sorties, il fallait absolument qu'on reconstruise tout, notamment règlement de fonctionnement, rapport avec les professionnels et notamment faire beaucoup plus confiance aux familles, aux enfants. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est aussi de rassurer puisque ça a généré beaucoup d'angoisse. Et ça a aussi mis des tensions entre les personnes accueillies et puis les salariés, puisque tout le monde s'est posé aussi des questions existentielles, son rapport à la mort, est-ce qu'il faut continuer à venir au travail, la gestion de ses propres enfants. Donc ça a été aussi un point important. Et puis repenser l'ensemble des pratiques d'accompagnement. Tout en gardant une proximité et du lien. Donc, c'était vraiment les points où il a fallu rapidement pouvoir remettre tout ça au travail en temps réel. Alors, la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est que de par le confinement, la crèche était fermée. Donc, j'aurais pu me dire que notre première fonction, qui est celle de proposer aux familles un mode de garde, ne pouvait plus du tout s'exercer. On aurait pu en rester là et se dire prenez soin de vous, on se retrouve après le déconfinement. Mais en fait, on a eu un autre raisonnement parce que pour nous, la crèche, c'est surtout un lieu d'accueil en lui-même
mais surtout, il a un rôle d'échange et d'ajustement autour de la parentalité. Et cette fonction, on pouvait encore la faire perdurer, même si le confinement était en cours. Il a fallu par contre qu'on repense totalement, en regard de nos contraintes, comment on pouvait encore exercer toute cette part de notre métier. Et donc, un de mes objectifs, il a fallu le mettre en place assez rapidement, c'était maintenir la continuité du lien avec les familles, maintenir l'accompagnement à la parentalité, avec les contraintes qui étaient la distanciation, parce que toutes les familles étaient reparties chacun chez soi. Donc là, il a fallu penser des nouveaux modes relationnels, voir quels outils pouvaient être créés. Mais je voulais pas non plus créer des outils, mais qui ne seraient pas dans nos valeurs et dans la continuité de ce qu'avaient connu les parents. Parce qu'il y avait déjà tout qui était nouveau, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, parce que du jour au lendemain, pratiquement, on s'est quitté. Donc, c'était trouver les bons outils. Après, il y avait aussi la modification de notre outil de travail, parce qu'on travaille qu'autour de l'observation et son partage. Alors là, il a fallu réinventer l'observation, parce que observer sans se voir, c'est à inventer, c'était passionnant. Par contre, le partage, là, il était complètement présent. Mais par contre, le partage, j'en parlerai après, il prenait un autre sens et ce n'était pas forcément induit par nous. Donc voilà, il a fallu se repenser et recréer autour de nos valeurs. Moi, donc à titre personnel, la première difficulté, ça a été de me dire que la situation de confinement va être difficile pour tout le monde. Et elle va l'être particulièrement pour des personnes qui vont être en situation, qui cumulent déjà certaines difficultés, fragilités. J'avais une forte pensée notamment pour des questions pour des personnes qui étaient soit en squat, soit à l'hôtel, etc. En me disant comment est-ce qu'on va pouvoir agir nous-mêmes au niveau de nos pratiques pour pouvoir les accompagner dans une situation qui est compliquée et où de fait on va pas pouvoir se substituer à ce qu'on va pas pouvoir donner d'une certaine manière, à ce que les gens attendent. Et donc, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser en interne, au niveau de nos forces, pour être en capacité d'apporter des réponses au plus près des besoins des personnes tels qu'elles les expriment, quels qu'ils soient d'ailleurs, tel qu'on le fait habituellement, c'est-à-dire on est assez généraliste. Donc ça a été vraiment la première difficulté en disant finalement, c'est une règle pour tous, parce que le confinement c'est difficile pour tout le monde, mais ça qui plus est, une fois de plus, c'est toujours les plus démunis à mon sens qui payent une fois de plus une addition un peu plus salée. Et puis, la seconde difficulté, ça a été de me dire comment est-ce qu'on va agir également dans une situation de confinement où la question, j'en parlais tout à l'heure, des violences intrafamiliales va être exacerbée de fait par cette question aussi qui émane de la première, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés du fait qu'on soit les uns sur les autres et confinés, et donc du coup, il y a de fait des tensions qui peuvent aller jusqu'à forcément des situations de violence. Et comment est-ce qu'on peut agir dans ce cadre-là? Donc ça a été aussi quelque chose qui nous a animés dans une démarche d'équipe, mais pas seulement d'équipe au sein justement de l'association, mais je pense qu'il a permis de voir aussi ce qui se passait sur d'autres associations, et donc ça nous a permis de grandir, si je peux dire les choses comme ça, de parler de parentalité pour nous ramener un peu à l'enfance. Voilà pour moi les principales difficultés. Et donc après, c'est la question de quelles ressources on dispose, de quelles ressources les gens disposent et de quoi les gens ont besoin sans être intrusifs dans cette situation de confinement qui, à mon sens, ramenait beaucoup aussi à la dimension de l'intime donc avec toutes les dimensions d'éthique qu'on doit prendre dans cette question, dans ce contexte-là. Alors, une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est la gestion du temps. Non pas dans mon organisation personnelle, parce que je continuais à prendre mon rythme, mais effectivement, je suis arrivée en confinement avec un surmenage auditif assez important, avec des appels réguliers, des mails, des collègues qui rentrent dans mon bureau, et tout d'un coup, je n'avais plus cette effervescence autour de moi. Et du coup, je me suis rendu compte petit à petit, et certaines familles que j'appelais se sont rendues compte que je leur téléphonais peut-être un petit peu trop, et qu'effectivement, c'est des familles de qui je suis proche, mais que j'aurais jamais appelé 2 fois par semaine ou toutes les semaines, peut-être que toutes les 3 semaines. Donc il a fallu aussi que je mette un peu un curseur par rapport à ça, en adéquation avec les familles. Une des difficultés que j'ai eues aussi, qui m'a été confrontée, c'est le traitement des informations préoccupantes, puisqu'en tant que polyvalente de secteur, je suis toujours sur cette mission. Et évaluer les enfants sans danger par téléphone, c'est quelque chose qui était nouveau. Donc j'ai dû aussi m'inventer des outils et convaincre ou en tout cas débattre avec mes responsables pour la suite à donner aux informations préoccupantes qui nous arrivent de plus en plus, tant compte tenu des situations de violence conjugale
que des situations venues de l'éducation nationale avec l'absence de lien avec les écoles, la scolarité qui ne suffit pas forcément. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais certaines familles qui sont quand même réfugiées et qui donc ont des traumas de leur vie et qu'effectivement, le confinement pouvait réveiller des traumas. Donc, certains ont vraiment balayé le confinement en se disant qu'ils savaient que rien ne pouvait s'abattre sur leur immeuble, mais d'autres ont vraiment mal vécu le fait de se retrouver chez eux. Et donc, devoir les rassurer alors que j'ai pas connu et que c'est difficile, voilà, d'être empathique, oui, je sais faire, mais les rassurer à ce moment-là, ça a été compliqué. Et j'ai rencontré aussi ces situations avec d'autres familles qui ont des parcours de vie de violence familiale, qui se sont retrouvées à un moment donné séquestrées, quelque chose comme ça, et obligées de les rassurer. Voilà, donc c'est vrai qu'il a fallu que je trouve des outils. Et l'autre difficulté que j'avais, c'est qu'effectivement, ces collègues qui faisaient beaucoup de bruit avant et étaient quand même très présentes et ne plus pouvoir aller au bout du couloir pour parler avec la psychologue, avec la CESS, avec ma responsable et prendre un peu de recul, ça a été aussi quelque chose à réinventer pour travailler ensemble et retrouver le partenariat et en équipe et avec le partenariat extérieur. Essentiellement, c'est les difficultés que j'ai eues, ou en tout cas les modes de fonctionnement que j'ai dû réinventer et réajuster pour rassurer les familles, les enfants sans être insistante et harcelante. Parce que certaines ont pu me renvoyer que oui, elles sont pauvres, mais elles savent gérer leurs enfants. Et que voilà, et que c'est peut-être aussi d'autres familles que je ne connais pas que ça craint. Voilà. Donc je les ai découverts différemment et j'ai appris pas mal de choses. Alors, déjà, j'ai fait des changements contraints. C'est vrai que j'ai pratiquement perdu 50% de salariés sur certains sites. Donc, de fait, il y a eu une polyvalence, c'est-à-dire que aussi bien les travailleurs sociaux, psychologues que tous les salariés sont passés par l'accueil, sont passés par de la distribution alimentaire en chambre. Tout le monde s'est mis au ménage, puisque le risque, c'était qu'il y ait une partie des salariés, plutôt les salariés un peu plus, donc travailleurs sociaux, direction en télétravail, et les autres sur le terrain, en ménage, en accueil, en veilleur de nuit. Donc, on a été vigilant à ce qu'il y ait une polyvalence, ce qui fait que ça a créé un rapport différent, notamment avec l'ensemble des familles. Puisque, par exemple, j'ai les psychologues et puis les travailleurs sociaux ont proposé des activités sportives, des activités ludiques, de l'animation, et ça a permis de créer un lien différent. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur les espaces partagés, soit en gérant les flux, en individualisant, soit à un moment en responsabilisant les personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit il y a des clés à disposition sur des cuisines ou on mutualise pour aller faire les courses. Voilà, il y a un certain nombre de pratiques qui ont changé. Dans l'accompagnement, on a aussi beaucoup travaillé sur le lien, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque travailleur social a reçu un téléphone portable, un ordinateur pour faire des connexions aussi à distance. On a travaillé aussi avec Emmaüs Connect qui nous a mis à disposition du matériel pour que l'ensemble des familles puissent aussi se connecter. Ça nous paraissait extrêmement important. Et on a mis à disposition des nouveaux outils, alors là, qui sont beaucoup démocratisés. Par exemple, on a mis en place beaucoup de cercles de parole et d'écoute collectifs, alors et pour les professionnels et pour les publics accompagnés et mixtes, avec des thématiques. Donc, nous, on utilise des outils qui sont les cercles de parole et d'écoute. Les WhatsApp aussi, on a beaucoup développé par réseau, voire par étage. Et des outils moins connus, alors comme Framavox pour des prises de décision collectives à distance, puisqu'on a beaucoup retravaillé sur les règlements, sur des situations un peu compliquées, parce que la vraie question a été le confinement et encore le confinement des personnes avec des troubles et cette difficulté de rester confiné avec tous ceux qui ont été hospitalisés, voire même des membres de famille qui ont dû prendre les TGV pour aller dans d'autres régions. Donc tout ça, on l'a remis en place. On a eu beaucoup aussi d'arrivées de bénévoles, puisque la grande question qu'il y a eu en interne à l'association, c'était à un moment le retard des enfants en termes de scolarité. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, et avec des outils numériques, et avec les directeurs d'école, sur la base du volontariat, puisque c'est simplement la question de faire des photocopies, de pouvoir avoir ce matériel. Et puis sur aussi la gestion du confinement, puisqu'on a des chambres avec des familles de jusqu'à 10 personnes. Donc ça, c'était important de travailler là-dessus. Et puis ensuite,
toutes les pratiques de convivialité, hein, sur les échanges de recettes, les échanges d'animation, les sudoku partagés et autres. Voilà, en gros, tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Concrètement, les changements sont mis en place. On a eu vraiment 2 axes, la communication avec les familles en direct et après aussi une communication qui a un peu changé avec nos partenaires. Alors, j'ai parlé déjà des familles. Le mode de communication, je voulais vraiment que ça reste dans nos pratiques. Ça veut dire que ça ne soit pas du tout imposé aux familles. C'est une proposition qui a été faite. Et ensuite, petit à petit, j'ai construit autour de leurs demandes. Et donc, ça a été individualisé. Pour chaque famille, il y a eu une proposition individualisée. Et c'était quelque chose qu'elle connaissait, c'est déjà l'accompagnement qu'on fait à la crèche. Et donc, je voulais pas être intrusive, parce que ne serait-ce que voir la vidéo de la maison, c'est quand même pas rien. C'est une rentrée chez les gens. Et donc, petit à petit, au début, c'était par SMS. Après, il y a une vraie réalité. J'ai fait aussi par rapport aux capacités de chacun, parce que le SMS, on a beaucoup de familles qui n'ont pas accès à la lecture. Donc, c'était pas du tout adapté. Donc là, on a repris plutôt le téléphone. Donc, petit à petit, recréant du lien avec elle, le téléphone, pareil, pour pas faire éruption, c'était toujours à peu près aux mêmes horaires. Donc, il y en avait qui préféraient le matin. Et puis, pour choisir ce temps aussi, c'était intéressant, c'est qu'on est reparti de comment restructurer. Parce qu'en crèche, il y a beaucoup de rythme, ce qui aide beaucoup les mamans, ça les rassure, ça rassure aussi les enfants. Et en fait, je me suis aperçue que d'elles-mêmes, elles me racontaient ce qui se passait dans leur journée et là où ça serait le mieux, là où elles pourraient aussi en avoir besoin. Et c'est elles-mêmes qui ont pu aussi formuler aussi les difficultés qu'elles rencontrent. Elles me disent, souvent, quand je prépare le repas, c'est compliqué, mais à la fois, ça vous ennuierait que je vous ai au téléphone pendant que je prépare le repas. Pas du tout, appelez-moi. Et puis donc, elle prépare la popote, et puis en même temps, moi, je vais faire des comptines pour la petite, qui, là, vu que sa maman est moins disponible, et la maman, elle, ça la fait du tiers dans la relation. Donc, elle se sent mieux. Et puis, comme ça, on a pu passer ce cap du repas. Et puis après, elle me dit, le repas, ça va mieux. Par contre, le bain, tu veux pas que je t'appelle pendant le bain? Et puis voilà, on redécale. Et ça a vraiment été du sur-mesure au fil du temps. Et surtout, ne pas être intrusive parce que je pense que dans ces moments-là, on a beaucoup de mamans qui ont du trauma. Et le fait d'être enfermées, elles ont aussi vécu malheureusement la séquestration. Il y avait beaucoup de moments de trauma et souvent avant d'appeler, je envoyais le petit SMS en me disant je peux appeler et j'attendais toujours confirmation. Ou si elle n'avait pas les moyens, parce qu'il y a aussi des moyens économiques qui ne sont pas là, elle envoyait juste faisant sonner une fois, comme ça je savais que je pouvais appeler. Et ça, je pense que d'être toujours à bonne distance, à juste distance dans la relation, ça a permis que le lien perdure et qu'on soit en confiance les uns et les autres. Après, il y a l'outil d'observation qu'on a fait évoluer. Ça, c'est les mamans qui m'ont appris à travailler différemment. En fait, maintenant, je pars, vu que je n'ai pas accès à pouvoir visualiser, je pars des observations qu'elle me parle. Elle me parle des observations. Je travaille à partir de ce qu'elle m'amène. Et ça permet aussi également de voir où est-ce qu'elles posent leur regard sur les compétences de leur enfant, de ce qui se passe aussi pour elles dans la relation mère-enfant, quelle lecture elles en ont. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche au niveau connaissance, ce qu'on pouvait avoir. Et puis surtout, ça a permis de fluidifier énormément le soutien à la parentalité. Après, il y avait aussi Alors bien sûr, il y a des moments où ça ne va pas, parce que c'est extrêmement difficile. On en a beaucoup de personnes qui sont accueillies en centre d'hébergement d'urgence, donc dans des tout petits logements, ou qui sont à l'hôtel. Donc là, il y avait aussi la possibilité de pouvoir appeler quand ça ne va pas, de 9h à 19h. Et aussi, on travaille en réseau, parce que la crèche ne peut pas tout résoudre, même si là, on s'est un peu encore plus transposé à la maison. Et c'était aussi là où j'ai changé ma pratique, c'est connaître au fil du temps exactement tout ce qui était possible dans le quartier, tous les numéros possibles, pour que ça puisse vraiment s'inscrire aussi et avoir la réponse. Si la maman a besoin, pouvoir m'ajuster parfaitement. Et donc, ça m'a demandé de me tenir très au courant et d'avoir une connaissance de nos partenaires. Donc ça, c'était plus avec les familles. Avec le CHRS, alors c'est notre partenaire, parce qu'ils font partie de notre association. Et là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ils ont une demande que j'ai répondu avec grand plaisir. C'était de rencontrer chaque famille pour parler, parce que je suis en formation soignante, de parler de ce qu'est le Covid, de l'expliquer. Donc déjà, ça fait tomber les angoisses quand on comprend mieux. Et puis mettre des mots. Et puis, il y avait tout un petit jeu avec les enfants pour la découverte des gestes barrières. Et en fait,
fait, c'était assez intéressant. C'était comment déjà mutualiser nos compétences et surtout servir de tiers. Parce que le CHRS, en effet, au bout d'un moment, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y avait beaucoup d'interdictions et la relation était plus difficile. Et quand il y a un tiers qui rentre dans la relation, toujours, ça permet d'un peu d'oxygène. Et c'était un très joli moment. Les enfants, maintenant, quand on sait au téléphone, on parle de coco au lieu de parler du Covid. Et voilà, ça a permis un vrai échange et de construction et de travailler un peu différemment aussi avec nos partenaires. Alors pour moi, les changements, ça a été une démarche collective, je vais le nommer ainsi, parce que finalement, comme on était tous confrontés collectivement au niveau des différentes professions, ça a été une démarche collective, mais je dirais pluridisciplinaire, comme on aime le dire dans le métier, au sens où finalement tout le monde était plein de bonne volonté. Il y avait cette question de fermeture administrative des crèches qui était également celle qu'on connaissait, hein, tout comme les collègues d'Espérem et d'autres. Et l'idée tout de suite, alors comme nous on a des cofinancements quand même avec l'aide sociale à l'enfance notamment, donc avec le conseil départemental, on a pu mettre en place finalement assez rapidement un dispositif qui nous a permis d'accompagner les familles, qui nous permet encore aujourd'hui et qui nous permettra encore avec le déconfinement d'accompagner les familles. Et c'est un dispositif qu'on a voulu nommer en fait pour pas se dire que comme c'était plus une crèche en tant que telle, mais on poursuivait l'accompagnement. Et ce dispositif, on l'a appelé la plateforme STP. C'est la plateforme de soutien téléphonique parental ou un soutien téléphonique aux parents. Et vous allez avoir une équipe pluridisciplinaire qui va se relayer avec des pédiatres, des cadres de santé, des EJE, des éducateurs spécialisés, des psychologues, bien évidemment, qui vont poursuivre finalement tout l'accompagnement qui a été mis en place pendant le confinement et donc ils vont être en lien avec les familles à leur demande, suivant les différentes questions qu'ils se posent et les différents besoins donc qu'il peut y avoir. Donc l'idée, ça a été vraiment un défi, mais c'est bien un défi collectif et c'était d'ailleurs du volontariat, puisque comme il y avait une fermeture administrative, je ne pouvais pas, si j'ose dire, imposer un télétravail et donc c'était bien des salariés qui se sont portés volontaires en fait là-dessus et qui étaient rémunérés, hein, ils n'étaient pas bénévoles parce qu'après il y avait bien une question de télétravail qui était posée. Et donc ça a été un vrai défi. J'ai trouvé ça assez beau d'ailleurs de me dire qu'il y avait des personnes qui souhaitaient qu'il y ait cette continuité. Je n'en doutais pas une seconde en me disant bien que j'étais pas le seul à me poser des questions par rapport à ça, bien évidemment. Et je trouve que ça a été une vraie richesse parce que ça a permis aussi d'interroger la place de chacun, mais un peu à distance, en se disant que pour moi tout ce qui était en jeu à chaque fois, par exemple on avait les éducateurs et les EJE qui appelaient plutôt les parents. Il y avait on a toujours les cadres de santé parmi les psychologues qui assurent un peu une veille, un peu d'astreinte finalement et d'écoute en fonction des demandes. Et donc on rejoue finalement un peu d'une manière différente les places des acteurs dans l'institution, mais finalement confinés. Et ça s'est tellement bien passé, et c'est vrai que ça nous permet encore aujourd'hui donc d'accompagner les 400 familles qui sont accompagnées par l'association, que on a été sollicité même sur d'autres territoires pour le faire, pour élargir, je dirais, notre domaine notre champ de compétences, si je peux dire ça comme ça. Et ça a donné lieu, en fait, à un rapprochement, notamment avec l'Association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée, donc la FIREM. Et la plateforme a été est aujourd'hui nationale. Hein, elle a été reprise dans le communiqué de presse du ministre de la Santé. Et donc, on va proposer cet accompagnement, alors qui est tout à fait spécifique, parce que finalement, c'est une plateforme d'écoute, et en même temps, quand on doit répondre au plus près à certaines demandes au niveau des familles, comme ça s'est produit, on a eu des familles qui étaient à l'hôtel dans le 77 ou dans le 92 ou en dehors de l'Île-de-France. Pour certaines, on leur demandait s'ils voulaient bien lever l'anonymat pour qu'on puisse les rappeler et pour trouver des solutions, notamment pour tout ce qui était aide alimentaire, accès aux soins, etc., avec de vraies difficultés qu'on a pu rencontrer. On a eu beaucoup de familles, par exemple, hébergées à l'hôtel, qui se retrouvaient sans aide alimentaire et donc avec des gamins qui avaient plus de lait dans leur biberon. Moi, ça m'a marqué réellement, ça a marqué les équipes également. Et pour nous, ça a été un défi. Et en même temps, je trouve ça assez chouette que la plateforme, finalement, c'est grâce à cette force, je dirais, de l'équipe pluridisciplinaire, donc des éducateurs spécialisés, de l'ensemble, des pédiatres, etc., ça a permis d'avoir une équipe d'écoutants et une équipe ressources qui va sur le terrain chercher les informations et qui rappelle les gens. Et je trouve que c'est assez révélateur et c'est aussi l'image de notre métier, c'est-à-dire c'est l'aller vers et en même temps d'être en capacité d'être à l'écoute de la personne. Mes changements, ils ont plus été personnels que collectifs, même si ça a été en échange constant avec mes collègues. C'est plus mon positionnement professionnel et les outils que j'ai à disposition que j'ai retravaillé
utilisé autrement et revu différemment. Notamment tout ce qui est partenariat. Une des premières choses que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai repris des rendez-vous pour gérer le temps et me dire qu'à 10h, j'appelais Madame Intel comme si elle était venue à mon bureau et reprendre un rythme et pour moi et pour elle, pour être sûr que je ne la dérange pas, parce qu'il y avait aussi les instituteurs, des éducateurs qui appelaient et que parfois tout le monde appelle en même temps et ça faisait beaucoup trop pour les familles. Du coup, il y a eu aussi une organisation avec certains professionnels, notamment une famille qui était très traumatisée par une histoire de vie, et donc on a fait un tour, et moi je devais appeler tous les mardis à 14h, la psychologue c'était le mercredi à 10h, et on prenait ce rythme-là, et tous les jours quelqu'un prenait de ses nouvelles, et c'est vrai que cette organisation a permis de reprendre un rythme, de nous rassurer, et de rassurer aussi qu'à 14h il allait avoir un point particulier, et c'est vrai qu'on a réussi à sortir de cette terreur qu'elle avait assez facilement et rapidement. Aujourd'hui, il y a toujours des séquelles, mais elle gère beaucoup mieux et on appelle déjà nettement moins. Une des choses aussi que je me suis retrouvée à devoir utiliser, c'est tout ce qui était administratif, chose que je rejetais nettement parce que moi j'ai choisi ce métier pour l'humain et effectivement le dossier papier m'embête parfois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la lourdeur de la constitution du dossier qui est embêtante. Les feuilles peut-être à rassembler en triple exemplaire régulièrement, mais qu'en fait, faire une aide financière, ça peut être ça aussi, travailler la parentalité, parce que c'est permettre à une famille d'acheter à manger, c'est permettre à une famille de payer le chauffage, c'est aussi permettre d'acheter un vélo. Moi, j'ai une maman qui m'a téléphoné parce qu'elle voulait acheter un vélo à sa fille, le premier vélo, parce qu'elle a 5 ans, et au début, j'ai dit, attendez, c'est pas adapté, c'est pas ça, enfin, l'aide financière, c'est pas pour ça. Et en fait, elle m'a dit oui, mais sinon, c'est mes parents qui vont l'acheter. Et j'ai bien compris, en discutant avec elle, qu'en fait, c'est important pour que le premier vélo, ça soit elle qui l'achète. Donc, du coup, on a fait des recherches ensemble, quel vélo il fallait, combien ça coûtait. Et en fait, au lieu que ça soit de l'argent qui soit versé à elle, ça a été versé à l'association pour qu'elle ait le vélo. On a réussi à travailler, mais via cet outil, finalement, que je rejetais et qui peut m'agacer aussi, j'ai réussi à m'en servir pour essayer de recréer cette parentalité. Et je me suis rendu compte que même si je n'ai pas des missions concrètes et des mesures aide sociale à l'enfance, je travaille tout autant la parentalité avec un dossier HLM parce que c'est permettre à des gens de vivre correctement. Et l'autre jour, j'ai passé 1h30 sur un dossier HLM avec une dame et c'était intéressant de voir pourquoi elle voulait tel quartier et pourquoi là. Et j'ai pu refaire tout son parcours. Et derrière toutes ces petites cases, en fait, il y a plein d'informations qui permettent de créer du lien et de maintenir du lien. Par rapport aux informations préoccupantes, au début, je n'arrivais pas à téléphoner, c'était très expéditif. J'avais besoin de voir les gens, j'avais besoin du non-verbal. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je me concentrais beaucoup plus sur les mots qui étaient dits. C'était beaucoup plus intéressant d'entendre cette dame, de ressentir un petit peu cette émotion. Même si je ne la voyais pas, il y avait un ressenti qui était intéressant à prendre. Et je pense que si j'avais été en visuel avec elle, je me serais arrêtée pour lui demander pourquoi elle agissait comme ça, pourquoi elle avait eu ce rejet de main, tandis que là, je me suis accrochée à ces mots. Alors, c'est resté sur l'entretien très administratif, sur son parcours de vie, mais je pense qu'elle a été beaucoup plus à l'aise pour raconter sa vie, son parcours, son enfance, de ne pas me voir et de pouvoir enfin ne pas être jugée par quelqu'un qui a un regard physique sur elle. Donc effectivement, finalement, le téléphone, dans certaines limites, peut être intéressant et ça m'a permis de travailler sans le non-verbal. Donc ça, c'était intéressant aussi. Donc, on verra si ça se maintient, ça porte ses fruits. Après, c'est vrai que moi, ça m'a permis de prioriser et de me recentrer sur mon cœur de métier, puisque j'avais tendance à faire un petit peu plein de choses, puisqu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de gens passaient sans rendez-vous, téléphoner, n'importe, enfin voilà. Et que du coup, aujourd'hui, j'ai le temps, je suis sur un dossier, je suis jusqu'au bout du dossier, et de recentrer un peu sur l'humain et vraiment pouvoir creuser et prendre ce temps-là. Donc moi, j'ai finalement ce temps qui me posait question au début, finalement, c'est devenu un avantage. Alors, la presse, c'est une question d'actualité qui traverse tout le monde, puisque là, depuis quelques jours, on a remodifié un peu tout pour réouvrir la semaine prochaine avec les questions de savoir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut changer, les bonnes pratiques et mettre tout ça au travail. Alors, on essaye quand même de se dégager de
de l'urgence aussi de la situation pour prendre le temps de repenser les pratiques. En tout cas, ce qu'on va certainement conserver, c'est en même temps continuer à développer un travail collectif et transversal qui ne passe pas non plus que par les professionnels, et qu'à un moment, le travail entre les familles, puisque je parle principalement de lieux collectifs, doit pouvoir continuer. Ce confinement a révélé aussi des compétences, ne serait-ce que cuisiner en commun, partager des problématiques plus intimes aussi entre familles, et que ça, il faut qu'on arrive à le conserver, peut-être aussi à développer des pratiques, ne serait-ce que bon, pour ceux qui sont assistants sociaux, LISIC, qu'on a souvent du mal à faire, mais voilà, d'avoir des pratiques collectives d'intervention sociale, d'aller un peu plus loin aussi sur les dimensions individuelles. Donc, dans l'accompagnement, je trouve qu'avec les familles en situation de grande exclusion, puis avec des dimensions aussi culturelles, l'importance aussi pour le professionnel d'intégrer aussi des dimensions personnelles. À un moment, la question de la fragilité qui a émergé et de dire, moi aussi en tant que professionnel, j'ai peur de mourir, j'ai un membre de ma famille malade, c'est rentrer dans la relation. Voilà, et je pense que ça, il faut pouvoir consolider, de dire cet équilibre des rapports qui s'est créé, alors qui n'a pas été que positif, on sait aussi tous les difficultés que ça peut amener, mais à un moment, ça ouvre aussi des pistes de pouvoir accompagner là-dessus et sur une diversité de professionnels. Sur la question aussi, pour moi, de l'auto-organisation, je trouve qu'il y a des familles qui, à un moment, nous ont dit, nous, on veut s'occuper du ménage, on veut s'occuper des enfants, et on n'a pas forcément envie de professionnels là-dessus. Donc, pour moi, ça a été aussi important. La question de l'auto-organisation, la question du pouvoir d'agir aussi, de pouvoir retravailler ça, et peut-être d'une manière différente avec les professionnels, parce que ça veut dire aussi permettre aux professionnels de lâcher et de ne pas forcément reprendre le pouvoir sur un certain nombre d'actes de la vie quotidienne ou dans l'accompagnement. Ça, c'est important. Et aussi de développer, puisque là, moi, j'ai rencontré aussi la problématique d'accompagnement des familles roms, des familles vivant dans des squats, et de savoir quelles pratiques il faut pour pouvoir accompagner ces publics que je ne connaissais pas, que je ne côtoyais pas, et à travers l'aide alimentaire m'a permis de découvrir avec des situations assez difficiles, donc de pouvoir aussi accompagner là-dessus, et puis peut-être soutenir aussi différemment sur tout ce qui est souffrance psychologique, où on avait tendance à dire ça relève du psychologue ou du CMP. Eh bien, pas forcément. Ça relève peut-être aussi des professionnels qui sont les travailleurs sociaux, qui sont maîtres de maison, agents d'accueil, mais d'une manière un peu différente. En tout cas, écouter cette souffrance et puis pouvoir l'accueillir et ensuite orienter, accompagner. Ce qui restera dans ma pratique, je dirais que tout ce temps passé avec les familles au téléphone et puis différemment, ça m'a permis vraiment de renforcer mes pratiques et aussi d'affirmer mes valeurs. Je me sens, j'ai pu voir que ce qu'on avait mis en place à la crèche, le projet éducatif, prenait vraiment encore plus son sens. Je vais m'expliquer pourquoi. Ce que j'ai pu voir, en fait, au sein de la crèche, l'un de nos premiers objectifs, c'est la création du lien avec la famille. On ne parle pas de séparation, on parle vraiment déjà se rencontrer, se trouver, se faire confiance. Et quand il y a un lien sécure, on va ensuite parler de la séparation. Donc nous, vraiment, le mode d'accueil, il est là, bien entendu, mais ce n'est pas notre priorité première. Et j'ai pu voir la différence qui est flagrante entre les familles que j'ai accompagnées, avec qui le lien était présent, qui étaient un peu depuis un certain temps dans la crèche, et les familles où on venait tout juste de commencer l'adaptation, ou qu'on venait tout juste d'accueillir en crèche. Et ben, ce n'est pas du tout la même base. Et j'ai pu m'apercevoir que les familles, en fait, et elles le mentionnaient, ce qui leur manquait, ce n'était pas forcément l'accueil en crèche, c'était les temps parentalité qu'on propose. C'est quand la prochaine parenthèse? J'ai essayé de reproduire parenthèse. Alors parenthèse, c'est un temps de partage autour du jeu, le médiateur et le jeu, dans le lieu de vie des enfants avec les parents. Et c'était, mais quand est-ce qu'on recommence? J'ai essayé de le faire à la maison, mais je suis toute seule. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, ça rentre bien à la maison, en fait. Il y a des choses qui se transportent à la maison. Donc ça, on va les poursuivre, on va les valoriser d'autant plus.
Ça m'a permis aussi de voir exactement encore plus quels étaient les besoins des familles. Donc ça va affiner notre travail. Et ce que je vais garder aussi, c'est parce que j'ai gagné de ce confinement, c'est toutes les capacités d'observation. Je les ai encore beaucoup plus affinées sur le sonore. J'ai appris encore plus à observer parce que je n'avais que le sonore, à faire attention aux intonations de voix, à me projeter aussi sur les bruits qu'il y avait autour. Et ça, c'est hyper intéressant et ça va vraiment enrichir l'accompagnement que je fais habituellement. Ce qui va aussi, on va poursuivre, c'est le plaisir qu'on a eu de ce travail transversal avec les centres d'hébergement. Ça, on va continuer, que eux aussi viennent plus dans la crèche et que nous, on aille plus aussi de l'autre côté, qu'on partage, qu'on mutualise nos capacités. Ça, je pense que c'est primordial, le travail transversal. Et puis, on va continuer, mais ça, on le faisait aussi énormément, parce qu'on a un vrai travail d'orientation. C'est travailler avec notre maillage de partenaires autour. Mais je pense que ça renforçait les liens parce que on suivait les situations, on n'est jamais seul face à une situation. Là, il y avait la PMI, il y avait l'assistante sociale, et là, on a vraiment fait corps autour des familles pour les accompagner. Et je trouvais que c'était peut-être encore plus proche, et ça va permettre de fluidifier les choses par la suite. Donc, ça a été, oui, on a été enrichi, on va poursuivre ces pratiques, les réaffirmer et les développer encore plus. Alors, qu'est-ce qui restera de cette période de confinement? Je pense que ça s'inscrit pleinement dans la continuité de ce qui a été mis en place, justement. C'est-à-dire que toutes ces réflexions finalement éthiques qui étaient posées en lien avec la question de l'intimité, en lien avec quelle est la demande, quel est le besoin, etc. Je pense que ça restera, parce que je pense qu'on peut être par moment dans nos habitudes institutionnel par moment à vouloir suggérer le besoin là où il l'est pas forcément, si je peux dire ça comme ça. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment cette écoute et cette capacité d'être à l'écoute de l'autre qui a pu être mise en place, et notamment avec ce qui était dit tout à l'heure et ce qui est assez juste, cette question du téléphone, le fait de ne pas voir l'autre. Finalement, il y a plein de choses effectivement que ça vient, qui font que ça modifie considérablement notre rapport à l'autre. Nous, ce qui va également changer, c'est que a priori la plateforme en tant que telle, elle va perdurer donc après le confinement. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne chose, et parce que je pense que réellement il y a un plus à intervenir finalement en prévention, et de se dire que si on a pu au niveau du plaidoyer associatif collectivement, j'y tiens, c'est pas uniquement une volonté d'un conseil d'administration, d'un directeur et autres, mais c'est bien une volonté, le fruit d'une réflexion, d'un travail en équipe pendant le confinement, qui nous permet aujourd'hui de se dire que il y a une nécessité d'intervenir en prévention, y compris en proposant un soutien téléphonique aux parents, mais beaucoup plus large, donc sur tout le territoire national. Et donc voilà principalement ce qui pour nous va changer. Puis je pense que je rajouterai un peu, c'est vrai que Emmanuel en parlait tout à l'heure dans son intervention, c'est vrai que le mode de communication, y compris avec les téléphones portables autres, on va dire, que pour rappeler, c'est vrai qu'il y a les WhatsApp, etc. Nous, on a eu beaucoup aussi d'échanges pour proposer, par exemple, des tutos, des choses comme ça, par le téléphone. C'est des choses qu'on ne faisait pas forcément avant, et je pense que ça restera également de cette période. C'est des choses qu'on a pu apprendre, là où il y avait certaines réticences jusqu'à présent, où on se disait quand même, on n'ose pas trop aller vers ça, c'est Internet, etc., tout ce qu'il peut y avoir derrière. Je le dis un peu de manière caricaturale, mais je pense qu'on voit bien qu'il y a aussi des belles choses à travers ça, et donc ça nous amène aussi à avoir une autre réflexion sur les outils en tant que tels. Donc je pense que ça restera également. Donc tant faire des synthèses avec Teams ou quoi que ce soit, on voit différemment les gens, et je crois que ça crée une relation différente. Les familles, j'ai eu des échanges intéressants, on a même fait des échanges de recettes. Il y a une famille qui effectivement m'appelait pour prendre de mes nouvelles, et c'était pas l'inverse. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est créé, et je pense que j'essaierai de le garder, voire de le continuer. J'avais tendance à mettre une barrière entre l'assistante sociale et la personne, et effectivement parfois donner un peu de moi, de mon perso, avec certaines familles. Je suis encore dotée d'évaluation, donc voilà, je maintiendrai l'évaluation. Il y a peut-être des choses qui pourront jouer. Effectivement, je me suis rendu compte du pouvoir d'agir de beaucoup de familles que j'avais déjà repérées, mais les plus en difficulté n'ont pas du tout été celles que j'aurais pensé au début du confinement. Il y a eu une solidarité qui s'est créée sur le quartier, qui a été touchante, et qui du coup interroge sur quelle place mon service va reprendre quand on va revenir. Puis là, on est totalement fermé, personne ne nous voit, et notre place a été prise par d'autres. Donc je ne sais pas trop, mais j'espère qu'on va réussir à construire ensemble. Je retiendrai aussi que j'ai peut-être une autre vision des aides financières, des dossiers HLM,
et que je vais peut-être réussir à ne pas le voir trop négativement et à m'en saisir pour que ça soit plus positif et constructif, et les voir aussi comme des outils à la parentalité, même si c'est pas équité être seul à l'enfance. Je me rejoins aussi aux remerciements. Je vous ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et tout particulièrement cette changement de la relation aussi qui fait qu'on regarde les familles différemment et on leur... Enfin voilà, finalement, on a un nouveau regard sur elles et sur leurs capacités, comme enfin, l'expression pouvoir d'agir a été utilisé plusieurs fois et je trouve ça quand même particulièrement intéressant avec aussi, moi ce que je retiens c'est tout de même l'adaptabilité et l'inventivité aussi qui ont été mises en place. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et je vous remercie beaucoup pour cet échange. Du coup, donc je vais conclure moi simplement en rappelant rapidement donc alors nous au niveau de la Fédération des acteurs de la solidarité, on est organisé avec donc ce qu'on appelle un groupe d'appui national qui est un espèce de groupe de travail qu'on organise avec nos adhérents au niveau national, et donc on en a un sur la thématique enfance-famille où on travaille justement notamment les questions parentalité, et donc on a voilà on travaille autour de ces sujets pour faire ressortir les grands axes un peu de plaidoyer, essayer d'analyser et d'influencer éventuellement les décisions publiques qui peuvent se prendre autour de ces thématiques-là, et de mettre en avant voilà, la prise en compte des familles qui sont les plus défavorisées, qui sont les plus en situation d'exclusion. Et je pense que voilà, on a tous été d'accord aussi pour dire que le confinement a été difficile pour tout le monde, mais bien entendu, il l'a été aussi tout particulièrement pour les personnes qui avaient déjà des conditions de vie compliquées avant le confinement, et que cette situation n'a fait qu'exacerber des difficultés et des inégalités qui pouvaient déjà exister. Après, nous, au niveau de la FAS, pendant la période de confinement, on a essayé de faire un recensement voilà, d'un certain nombre de ressources. Alors, au niveau de la FAS, on fait aussi partie d'un programme qui s'appelle le programme Respiration, qui est mené en partenariat avec Culture du Cœur et les petits débrouillards. Et donc l'objectif, voilà, c'est d'amener, d'offrir des espaces un peu de respiration justement aux enfants qui sont accompagnés, notamment donc au sein de notre réseau. Donc avec des activités pédagogiques et des activités ludiques qui peuvent être proposées, et d'insister sur l'importance de l'accès aux vacances, aux loisirs et à la culture pour toutes et tous. Et donc ce programme a notamment réalisé pendant la période de confinement plusieurs kits, environ un kit par semaine, avec un recensement de ressources, donc notamment ressources pédagogiques et ressources ludiques, qui peuvent être retrouvées sur le site internet de la Fédération, et on mettra le lien au moment de publier cette vidéo.